Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Réveille-toi qui reconnecte à l'essentiel en éveillant et réveillant des parts insoupçonnées en vous. Aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens deux co-auteurs pour vous présenter leur dernier ouvrage destiné à utiliser la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et coopération. Alors, j'ai Régis Rossi, conférencier professionnel. Il démontre à partir des mécanismes de l'illusion comment les émotions conditionnent nos perceptions, nos prises de décision et nos comportements. Sa conférence, Le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, a déjà séduit plus de 100 000 collaborateurs d'entreprises de toute taille. Claire Lozol accompagne grâce au coaching les managers, les dirigeants et les experts dans le développement de leur intelligence émotionnelle. Associée chez Pragma Management, elle pilote les practices expertise et coaching. Bonjour et bienvenue Claire et Régis. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors ce livre, je vais le montrer à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo. Vous savez qu'on a toujours le podcast et la vidéo pour l'émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel. Nous avons également Didier Noyer. Alors Didier Noyer, qui est expert en management et en développement des ressources humaines, auteur de nombreux ouvrages sur la communication et le management. Donc il n'est pas là avec nous sur le plateau aujourd'hui, mais on est avec lui dans le cœur. On va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Alors ce que vous expliquez, c'est que les émotions ont longtemps été considérées comme les signes de faiblesse, n'ayant pas leur place dans le milieu professionnel. Vous parlez beaucoup du milieu professionnel, mais on est d'accord que le milieu professionnel va avec le milieu personnel. Il y a toujours vase communicant, on va dire. Or, les recherches récentes en neurosciences ont permis de montrer leur contribution dans un système très fin qui nous permet d'évaluer chaque situation et d'agir. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que selon le Forum économique mondial de Davos, l'intelligence émotionnelle fait désormais partie des 10 compétences pour réussir professionnellement. Alors ça, c'est quand même énorme. Parce qu'on se rend compte que nos émotions servent à quelque chose. C'est quand même super. Et donc, on va en parler justement tout au long de cette émission avec votre ouvrage « Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle » aux éditions Erol. Utiliser la puissance des émotions pour développer confiance, engagement et coopération. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander déjà, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous expliquer un petit peu le rôle de ces émotions? Vous commencez le livre, l'ouvrage là-dessus. Je pense que c'est important pour nos auditeurs qu'on comprenne bien le rôle des émotions. Tu veux y aller? J'y vais. Comme tu veux, Claire. Je te laisse. Je pense que tu l'as parfaitement dit. La première des bonnes nouvelles, c'est de se dire chouette, on habilite ou on réhabilite les émotions dans le monde professionnel. Et c'est une très bonne nouvelle parce que sans émotions, nous n'aurions pas pu nous développer, nous ne serions pas là aujourd'hui. Non, effectivement. Voilà, les émotions, c'est ce qui nous a permis de réagir toute notre vie, toute notre histoire à des situations dangereuses, à des situations difficiles. Donc ça permet la conservation. Ça nous permet de nous ajuster de manière adaptée, fine aux situations qui sont celles du quotidien. Et puis, ça nous permet aussi de croître, de nous développer. Je parle, par exemple, de la joie, oui, en nous connectant aux autres, en étant en lien les uns avec les autres. Donc, c'est essentiel de prendre les émotions comme quelque chose d'important et d'utile. Et tu as raison, pas que sur le plan professionnel ou personnel, voilà, les deux ensemble. Voilà, je pense que c'est important. Nous, on fait toujours le lien, notre vie, en fait, personnelle et professionnelle, on la sépare beaucoup dans notre société aujourd'hui. Le truc, c'est que ça part quand même de nous. Enfin, c'est quand même notre vie personnelle qui prime. Et puis, on va aller faire des activités professionnelles, culturelles, sportives, etc. Ce qui fait que ça reste quand même notre être à nous qui va être dans différentes sphères, en fait, de notre vie. Et je pense que nous, dans l'émission, ce qu'on veut, c'est vraiment reconnecter les personnes à qui elles sont pour après être le plus possible elles-mêmes, vibrer le plus possible dans leur vie, mais leur vie globale dans toutes les activités. C'est ça qui est intéressant. Donc là, c'est vrai que l'ouvrage est vraiment sur la vie professionnelle, parce que vous avez aussi des activités qui sont très en lien avec l'entreprise. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir dans l'émission, parce que c'est important de voir un petit peu comment aussi évolue l'entreprise, le monde de l'administration, etc. Là, moi, j'ai noté que la définition le tout début de la définition que vous mettez dans l'ouvrage, c'est vraiment mettre en mouvement.
Alors moi, je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, pour s'adapter à nos besoins, pour s'adapter à différentes choses, puis on le voit bien dans notre société aujourd'hui avec tout ce qui se passe, hein, la société en mutation, je pense que ça part d'abord de nous. Et il y a des petits stimuli comme ça, donc les émotions par exemple, on parlait dans d'autres émissions de d'autres façons d'avoir des stimuli. Ça, c'est vraiment, on a largement le choix en fait. Donc c'est quand même intéressant d'en parler justement dans l'émission parce que moi, j'ai envie de montrer aux personnes, à nos très chers auditeurs, que nos émotions viennent quand même nous donner des messages, viennent nous montrer des choses qui nous mettent en mouvement. C'est quand même la définition même de l'émotion. Et voilà, j'avais envie de commencer par là. Il y a toute une partie de l'émotion à la pensée et donc à l'action. Vous voyez qu'on a toujours cette... ouais, ça insuffle quelque chose quand même, une émotion. On est bien d'accord. Donc là, au niveau du livre qui est très très complet, alors on va essayer d'aborder... Ça fait déjà très plaisir d'entendre ça. Ah oui, vraiment, je vous le conseille, il est très 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 complet, il est fascinant. Vous abordez une autre partie qui est vraiment sur les fondements de l'intelligence émotionnelle, ses capacités à percevoir les phénomènes émotionnels là, pour comprendre et réagir. Est-ce que c'est un facteur de réussite, cette réaction, ou c'est plutôt l'action? Comment on pourrait aborder les choses au niveau de cette intelligence émotionnelle? Est-ce qu'elle permet? En fait, j'y vais clair. Effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est dans un premier temps l'observation. L'observation de ce qui se passe en nous et de ce qui se passe autour de nous et chez l'autre. Et effectivement, cette observation, elle va susciter aussi une analyse. Et c'est cette analyse qui va nous permettre finalement de savoir quelle attitude adopter pour pouvoir gérer la situation qui s'amène en nous. En fait, si on pouvait faire une analogie, une émotion vient frapper à notre porte. On regarde dans le Judas et on se dit, tiens... cette personne-là, est-ce que j'ai envie de la voir? Cette émotion-là, est-ce que j'ai envie de la voir ou pas? Et on peut très bien ne pas ouvrir la porte et donc faire en sorte que cette émotion s'en aille. Malheureusement, l'émotion, elle est tenace, elle ne s'en va pas, elle reste, elle ne rentrera pas par la fenêtre, ni par le toit, ni par la cheminée, elle restera là et on sera obligé d'aller à sa rencontre. Et donc, en fait, cette intelligence émotionnelle, c'est finalement venir accueillir cette émotion, la comprendre, converser avec elle pour pouvoir finalement ressortir gagnant, triomphant, si c'est cette idée-là, effectivement, qui a de la réussite. Mais la réussite, c'est toujours... c'est pas l'objectif final, c'est ce qui va être conclu lorsqu'on triomphe. C'est pour soi à la base. Qu'est-ce qu'est la réussite? C'est quand même dans sa propre vision déjà intérieure. Et puis après, on voit un petit peu ce que ça donne en fonction de l'action, de la réaction qu'on va avoir eue quand il vient frapper à la porte. Exactement, exactement. Donc c'est une très belle image. Merci Régis, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que comprendre qu'elle vient taper à la porte et qu'après on a quand même le choix, on a notre libre arbitre pour en faire quelque chose. C'est là que ça permet justement d'avancer sur toute cette partie. Ok, ben on va aller s'ouvrir à des choses. Voilà, on va ouvrir des portes et puis on va aller voir un petit peu ce que ça peut engendrer comme changement derrière. Hein. C'est ça qui est intéressant. À un moment donné, vous dites que c'est très actuel, l'intelligence émotionnelle, parce qu'en fait, les derniers travaux neuroscientifiques ont quand même démontré leur importance. Enfin, donc c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces travaux scientifiques, Claire? Alors, moi, je dirais que la première des choses, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait qu'on ait réussi à démontrer que ça n'avait pas de sens d'opposer la raison et les émotions. Ah, merci. Bon, tu me l'as apporté sur un plateau. Ah ben oui, parce que c'est quand même fondamental là dans l'ouvrage et puis c'est très bien développé. Je vous invite vraiment à aller lire tout ça. Voilà, donc le simple fait de réhabiliter par cette connaissance que l'on a aujourd'hui dans les processus et notamment les processus de prise de décision. Voilà. L'intervention de nos émotions. C'est déjà une avancée extraordinaire. Alors, encore une fois, c'est l'héritage. On sait pourquoi est-ce qu'on a construit cette représentation de « il faut surtout se prémunir contre les émotions, ça rend faible, ça fait prendre des mauvaises décisions, etc. » Or, on sait que ça a aussi une influence sur l'apprentissage, sur la capacité à nouer des relations de qualité. Et ce sont des facteurs qui sont des facteurs de réussite personnelle et professionnelle.
Donc voilà, il y a déjà cet élément-là qui, pour moi, est majeur. Alors pourquoi, justement, ça va intéresser pas mal de monde chez nos très chers auditeurs, pourquoi, justement, on a cette vision que c'est être faible d'être dans ses émotions, parce que ça, c'est un vrai sujet. Enfin, je veux dire, de nos jours, on a quand même beaucoup de barrières qui sont mises, beaucoup on se limite clairement, on n'ose pas utiliser notre libre arbitre, qui est quand même notre plus grand pouvoir, parce que là, on est quand même sur un ouvrage qui s'appelle Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle. Donc, on est vraiment dans le mot pouvoir, mais qui nous permet d'utiliser notre libre arbitre, ce qui est quand même fondamental aujourd'hui. Au vu de tout ce qui se passe, on peut pas s'en servir. Donc là, avec les émotions, on a cette possibilité de s'en servir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là? Oui, alors écoute, je pense que la grande différence par rapport à il y a 20-30 ans, et je dis 20-30 ans alors que l'évolution, en tout cas le terme intelligence émotionnelle est apparu dans les années 90. Oui, c'est vrai qu'elle est pas eu tard. Donc c'est quand même assez tard dans les recherches. Si on s'intéresse aux sciences sociales, aux sciences cognitives, il faut revenir à l'après-guerre. L'intelligence émotionnelle, finalement, elle a été popularisée par Goldman dans les années 90-95. Et finalement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a toujours considéré que la victoire, la réussite passait par la force, passait par le triomphe, passait par des victoires. Et qu'à partir du moment où on montre ne serait-ce qu'une part de vulnérabilité, alors le chemin vers la victoire risque d'être ombragé. Et c'est pour ça que les facteurs de résilience dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais on parlait très peu de résilience il y a encore 20 ans. C'est vrai. C'est un mot que personne n'avait dans la bouche, ni dans la tête, ni dans les livres. Et aujourd'hui, on sait que l'intelligence émotionnelle nous permet d'être beaucoup plus résilients, nous permet d'être beaucoup plus empathiques et nous permet finalement de réussir, parce qu'on va s'apercevoir qu'on peut réussir, mais plutôt que de réussir dans la vie, eh bien, on préfère réussir sa vie. Voilà. Bravo, c'est exactement ça et c'est pour ça que vous êtes là, parce que c'est important que les personnes comprennent qu'aujourd'hui, on peut réussir dans sa vie, mais en fonction de son propre regard, qu'est-ce que nous on veut, et non pas prendre en considération toujours la force, etc. C'est un petit peu comme le mot pouvoir, le mot force. Il y a ce manque d'amour quand même dedans. Ça devient beaucoup plus puissant quand on ajoute à la force l'ingrédient de l'amour quand même. C'est assez intéressant. Et c'est pour ça que c'est toute une intelligence émotionnelle. Moi, j'aime beaucoup le titre de cet ouvrage, Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, aux éditions Erol, parce que c'est une vraie intelligence. Donc, vous parlez à un moment donné, bon, je vous laisserai découvrir beaucoup de choses dans l'ouvrage, mais vous parlez que dans le facteur de réussite de l'intelligence émotionnelle, il y a une étude qui laisse à penser que finalement, notre QI, c'est 25%, et puis notre quotient émotionnel, enfin, quotient intellectuel, 25%, quotient émotionnel, c'est plutôt 75%. Enfin, là, on renverse complètement ce que tout le monde pense depuis des décennies quand même. Alors, tu as raison. Et en même temps, il faut être attentif parce qu'il y a en ce moment un courant de publication et de recherche qui tend à nouveau contrebalancer ça. Alors, explique-nous tout ça, Claire, c'est intéressant. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, si tu veux, parce que d'abord, nous, notre objectif n'est pas du tout d'être dans la polémique. Et ce que l'on défend avec Régis, c'est le mariage. Voilà, c'est fonctionner ensemble, c'est fonctionner avec, et c'est pas séparer les deux. L'un va pas sans l'autre, on le redit. C'est important d'accepter qu'on est à la fois des êtres qui raisonnent, mais qu'on est aussi nourris et mus par nos émotions. Tu parlais de la racine d'émotions immovérées. C'est effectivement ce qui nous met en mouvement. Notre raison seule, nos raisonnements seuls ne sont pas forcément capables de nous mettre en mouvement, de nous pousser à l'action. Alors, est-ce que c'est agir ou réagir ? Bon, là, intéressant. Agir ou réagir, Claire ? C'est large, si tu veux. Quand tu regardes le système physiologique, le fait qu'il y ait un stimulus extérieur ou intérieur qui déclenche une réponse émotionnelle, quand cette émotion devient consciente, elle devient un sentiment. Et à partir de là, s'enclenche un mécanisme cognitif qui te permet d'analyser le sentiment en question. Est-ce que ça te ramène à quelque chose d'agréable, de désagréable, de positif pour toi? Est-ce que ça fait avancer tes sujets, tes affaires? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui t'embête? Donc tu vas pouvoir réagir à ça.
Mais on peut aussi avoir une démarche proactive, c'est-à-dire que tu peux aller à la rencontre, à la recherche d'un vécu émotionnel stimulant, positif. Donc, vers un mieux-être, vers une croissance, vers une qualité relationnelle qui va aller dans un sens de réussir aussi sa vie et s'épanouir. Exactement, donc c'est toute une question quand même d'équilibre, de subtilité aussi. On parle souvent dans l'émission de notre énergie plutôt masculine, l'action, etc., notre énergie plutôt féminine, plus sensible, plutôt créativité, etc. On est vraiment, je trouve, dans un beau mariage, une belle danse aussi. Il y a quand même un petit peu de ça aussi. Les deux hémisphères de notre cerveau sont quand même aussi équilibrés d'une certaine manière, qui fait que ça va permettre ces subtilités et d'aller justement vers cette réussite, entre guillemets, que notre société recherche. Mais finalement, c'est quoi notre réussite? En intelligence émotionnelle, vous diriez quoi, Régis? Alors, il y a des indicateurs, qui sont quand même intéressants d'observer. J'ai envie de dire le nombre de nuits blanches ou de mauvaises nuits que vous pouvez faire sur une année. Vous voyez ? Ça, c'est intéressant parce que finalement, quelqu'un qui développe son intelligence émotionnelle, on le sait, dort bien. Vous voyez, passe des nuits tranquilles. Fait de beaux rêves. Quelqu'un qui est extrêmement angoissé, quelqu'un qui ne développe pas effectivement cette intelligence émotionnelle, lui va passer de mauvaises nuits, va avoir toujours des choses à l'esprit qui vont le contrarier, qui vont l'empêcher de s'endormir, d'être paisible. Évidemment, hein, c'est un effet boule de neige, ça a des conséquences. Mais j'ai envie de dire, voilà, le niveau de soleil. Donc, ça nous interroge finalement, et on peut le comptabiliser très facilement hein, sur tous les jours. On prend notre calepin et on compte très bien si notre nuit a été bonne ou pas. Et on fait le bilan en fin d'année. Vous voyez, quand on travaille son intelligence émotionnelle, hein, évidemment, on est sur le temps. Hein, donc, on regarde l'année d'après et on se rend compte d'une chose, c'est que nos nuits sont beaucoup plus belles. Et donc, voilà, ça, c'est un indicateur, vous voyez, très simple et qui nous indique déjà beaucoup sur notre état d'esprit, puisque notre inconscient, on le répétera jamais assez, mais joue un rôle très important dans notre vie. Bien entendu. Alors, justement, comment on développe l'intelligence émotionnelle? Puisque c'est quand même la question que tout le monde se pose. Justement, on va mieux dormir, on va, je pense, avoir un équilibre qui se crée en nous et donc qui va avoir un impact, je veux dire, quasi instantané, je pense, dans notre environnement, dans notre extérieur. Claire, toi qui es coach, qui accompagne beaucoup en entreprise, tout comme Régis, mais on va d'abord commencer par toi. Qu'est-ce que tu préconises, qu'est-ce que tu nous partages justement en entreprise? Et donc, je pense qu'il y a quand même un lien après dans notre vie personnelle, justement, pour justement développer cette intelligence émotionnelle et donc la réguler peut-être, l'ajuster. Alors, peut-être que je peux commencer par poser 4 cadrans. Bien sûr. Premier cadran qui est, ce sont en gros les 4 grandes composantes de l'intelligence émotionnelle. La première dimension, c'est la capacité à être au contact de ce que l'on ressent, de comprendre aussi ce que l'on ressent. Et par rapport à ça, pour développer cette partie-là, eh ben, il y a le fait de se connecter à ces émotions et de vivre des expériences qui vont nous faire ressentir des émotions. En interviewant un des managers qui a témoigné dans le bouquin, il disait moi, ma manière de faire, c'est d'aller voir des films, voir des expositions, lire des livres, être au contact de personnes justement qui font monter ces émotions en moi. Et il dit, je verse une petite larme avec plaisir, je suis avec mes enfants. Et une œuvre qui va m'émouvoir, voilà, c'est une manière d'aller stimuler ça. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, notamment l'alphabétisation émotionnelle, donc le fait d'aller mettre des mots, de qualifier plus précisément, finement ce que nous ressentons. Donc ça, c'est pour s'exprimer, cette première... écrire. Ça peut être ça aussi, tout à fait. Une forme artistique, hein, tu le cites, ça peut être quelque chose qui nous fait toucher à la fibre sensible de notre être. Et donc, qui va nous aider à nous connecter à ce que nous ressentons. Super. Et donc, être à l'écoute. Tu peux faire un carnet des émotions, de tes émotions, et aller assez en profondeur, justement, sur les déclencheurs, les circonstances, quels sont les besoins associés, etc. Sur la deuxième partie, qui va être, on va dire, ta capacité à réguler ces émotions, il y a beaucoup de choses qui existent, on le sait. La méditation peut aider, la respiration aussi peut aider. On a fait une émission tout à l'heure, justement. Vous aurez une émission là-dessus aussi.
Très bien. Donc la méditation. Voilà, la cohérence cardiaque, toutes ces approches-là ont un impact sur la canalisation. Mais en coaching, moi, c'est des éléments sur lesquels je travaille, mais je vais travailler surtout sur le passage entre l'émotion, le sentiment, c'est-à-dire la prise de conscience de ce ressenti intérieur, de ces signaux physiologiques qui sont ressentis, et le fait d'être capable de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de cette émotion et de ce sentiment qui est ressenti, pour pouvoir changer de regard, influencer ce que je ressens, réguler, remettre les choses à la place qui est une place juste, et trouver des moyens justement d'agir par rapport à ça. Donc de ne pas être conduit par ces émotions, mais plutôt de les accompagner, de les utiliser, plutôt pour aller là où j'ai besoin et envie d'aller. Intéressant. Il y a une différence entre maîtriser et contrôler, non? Alors pour moi, c'est pas la maîtrise, c'est pas force. Tu vois, alors, gérer ses émotions, c'est pas. J'aime bien la notion de canaliser. Tu vois, du chenal dans lequel tu vas les conduire. Et j'aime bien la notion de conduire, justement. C'est à la fois un indicateur, mais c'est aussi... si c'est vrai, tu pourrais te sentir totalement submergé. Il y a des moments où nous sommes submergés par nos émotions. Et c'est profondément humain. Mais nous avons aussi à notre disposition tout un tas de manières de réguler ça. Comme notre corps se régule de manière physiologique et automatique, notre cerveau et les pensées que nous choisissons d'avoir peuvent nous aider à réguler ça. Alors pour réguler, justement, il y a toute une partie dans le livre sur réguler et canaliser ses émotions. Première partie de ce chapitre 5, c'est vraiment avoir des émotions sans être sous emprise. J'ai adoré. C'est ça, c'est Régis. Régis, ça, tu vas nous en parler, parce que alors ça, tout le monde va avoir envie d'entendre ta réponse. Comment on fait pour ne pas être sous emprise de nos émotions? Oui, il y a une maxime que j'aime beaucoup qui est la suivante. Les émotions et les sentiments sont des forces lorsqu'on les conduit, non pas lorsqu'on se laisse conduire par elles. Et je crois que c'est là l'enjeu, en fait, parce que finalement, l'intelligence émotionnelle, elle a pour objectif quand même de favoriser nos relations interpersonnelles. Et c'est en ça que nous devons collectivement tous développer notre intelligence émotionnelle, parce que nous sommes tous en interaction avec des écosystèmes différents, mais où la relation est extrêmement importante. Et bien souvent, lorsque, par exemple, des émotions comme la colère, comme la tristesse, comme le dégoût, comme le mépris surviennent en nous, on va manifester physiquement, verbalement, et on va leur donner leur existence. Et c'est là que ça peut être compliqué, parce que nous pouvons rentrer en conflit avec une personne, alors même que les amener, les conduire, comme le disait Claire, va nous permettre finalement de comprendre le point de vue de l'autre, de l'amener à comprendre l'autre, notre point de vue, et de ce pas, faire un pas chacun, et donc du coup réussir finalement à mieux communiquer ensemble. Oui, parce qu'il y a toute cette part personnelle dont on parle depuis tout à l'heure, mais vraiment soi avec soi. Et puis, il y a aussi la partie avec les autres. Parce qu'en fait, finalement, au niveau des émotions, pour vraiment réguler tout ça, parfois, c'est avec nous-mêmes qu'on va aller réguler directement. Mais par contre, parfois, quand c'est un événement extérieur ou une émotion... Vous parlez, par exemple, dans ce chapitre-là, les dérives à éviter. Alors, il y a 2 pièges à éviter. Le premier consiste à ignorer l'émotion ou même à chercher à l'étouffer. Donc, c'est ce que font souvent des personnes pour ne pas montrer notre société. On va en parler beaucoup, Actuellement, on parle beaucoup de notre société, parce qu'avec tout ce qui se passe, il faut quand même qu'on comprenne, et que vous, mes très chers auditeurs, vous saisissiez cette subtilité, qu'on a une responsabilité individuelle envers nous, envers nos émotions, envers notre posture par rapport à ce qui se passe dans le collectif. Donc, nous vis-à-vis des autres et les autres vis-à-vis de nous, mais c'est quand même d'abord nous, ça part de nous à la base quand même. Et donc, c'est vrai que dans les dérives dont vous parlez, je ne vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais c'est très intéressant, parce qu'en fait, il y a vraiment, soit on ignore, soit après on est dans le chaos émotionnel. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est assez... en fait, c'est pas étrange. Hein. C'est effectivement finalement l'environnement qui nous a amenés à finalement nous mettre une armure, avoir une carapace, et donc du coup, eh bien, d'essayer d'agir en faisant en sorte que les émotions n'existent pas. Sauf que la réalité, elle est tout autre. Et que, effectivement, à un moment donné, elles explosent. C'est pour ça que, malheureusement, en France, il y a beaucoup d'AVC, il y a beaucoup de burn-out, beaucoup plus qu'ailleurs, parce que on n'a pas suffisamment appris à mettre des mots, à comprendre pourquoi ces émotions sont présentes et comment les canaliser, comment les réguler. Voilà, je reviens effectivement à gérer sur ta question tout à l'heure. On ne gère pas des émotions. C'est comme des enfants, on ne gère pas. Mais on veut les gérer en fait dans notre société au même titre de plein de choses. Oui, c'est ça, mais, le problème, mais comme des enfants, on a oui. envie de bien gérer leur emploi du temps, gérer ce qu'ils font, etc. On met les cases là de notre Exactement, société. mais en fait on ne gère pas. Non, on accueille, on accompagne, on conseille, on étudie, on écoute. C'est vraiment très important. Et c'est aussi ces qualités-là que l'on doit développer pour soi hein, d'abord, et puis pour l'autre ensuite. Vous entendez, mes très chers auditeurs, vraiment cette danse un peu arborescente. On sent que c'est très arborescent. Il y a plusieurs dimensions. C'est pas juste noir ou blanc comme veut nous faire croire depuis des siècles notre société. Vous qui travaillez beaucoup en entreprise, justement, moi j'ai envie de faire le lien aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui travaillent en entreprise, forcément, qui nous écoutent. C'est intéressant de voir un petit peu comment on va pouvoir gérer ces différentes sphères, là, ces différents domaines de vie. Claire, peut-être, est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus? Alors justement, c'est intéressant que tu fasses ce lien parce que pendant la période de confinement, j'avais écrit plusieurs fiches pratiques pour aider les personnes qui avaient à la fois à gérer la dimension professionnelle et personnelle puisque chacun était chez soi, et en particulier les personnes qui avaient des enfants, voire des enfants jeunes à la maison. Et donc, je prenais quelques exemples, mais c'était aussi des exemples vécus. Bien sûr. C'est très bien. Qui reprenaient le fait que nos émotions pouvaient être vraiment mises à mal. D'un côté, parce que le petit dernier exaspère sa sœur qui est plus âgée, et en même temps, votre manager vous appelle, vous devez lui répondre, vous avez tout à gérer en parallèle. À un moment donné, cocotte minute, bon, il est temps de se poser et de se dire, qu'est-ce que je fais moi pour faire face à ce que la vie me présente, parce que je ne vais pas m'échapper. Je n'ai pas le choix. Il va bien falloir que je gère à la fois on entend que je gère. Oui, là, que je gère à la fois hein. ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Voilà, il faut que j'arrive à imbriquer les deux. Là, c'était pas possible de faire plus. Et donc, dans cette fameuse fiche, l'idée, c'était de donner des choses très pratiques pour aider à travailler sur chacun des pans, c'est-à-dire à la fois accueillir ce qui était en train de se passer avec les enfants et mettre un peu des mots et une forme de régulation dans les relations, donc mettre des mots sur les émotions de chacun. Et la même chose au niveau professionnel, donc en l'occurrence, s'il y a de la tension ou si c'est compliqué avec collègues ou managers, c'est être capable de pouvoir exprimer en mode communication non violente ce qui se passe. Ouais. Donc on parlait des outils tout à l'heure, de la manière d'aborder les choses. Oui, on a quand même des outils pour pouvoir faire face à ça, et notamment le fait d'être capable de dire voilà ce que j'observe, voilà les sentiments qui sont associés à cette observation. Ça peut être de la joie, ça peut être de la déception, ça peut être de la colère. Voilà, c'est pas interdit de ressentir ça, y compris en entreprise. Mais à partir du moment où je suis capable de dire ce sentiment, de dire quel est le besoin, c'est-à-dire déjà d'en prendre conscience pour moi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais derrière chaque émotion, chaque sentiment se cache un besoin. Donc, on a toujours la notion de se cacher de part insoupçonnée et tout. Hein. C'est quand même... Oui, mais enfin... Tu caches un sentiment. Oui, mais tu le disais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'alphabétisation émotionnelle, c'est ce qui nous permet, dès notre plus jeune âge, parce que nos parents nous le permettent, de mettre des mots sur ce que nous ressentons.
Les mots, l'importance des mots. Et oui. Eh oui. Et si on ne le fait pas dès le plus jeune âge, si ce que nous ressentons à l'intérieur et que nous n'arrivons pas encore à exprimer n'est pas accompagné par une verbalisation, eh ben ça va être très compliqué d'être capable de faire le lien entre ce ressenti physiologique, ce que j'ai, parce qu'on n'en a pas parlé non plus, mais les émotions, ça s'accompagne de signes du corps qui nous disent ce qui se passe pour nous. Et ensuite, c'est conscientisé, c'est intellectualisé. Donc, si nous ne sommes pas accompagnés là-dedans, on peut le développer par la suite, mais ça se joue au début. Exactement. Donc justement, c'est ça qui est important de préciser. Justement, on a vraiment cette possibilité de renforcer son intelligence émotionnelle aussi. Vous déployez 4 clés pour réussir son plan de progrès. J'aime beaucoup le plan de progrès. Oui, Hein, oui, c'est oui, léger, c'est arborescent, on sent que c'est... Et puis on y va quand même. Hein. oui, c'est vraiment... Après, on a tous l'objectif dans la vie de vivre la vie la meilleure possible, la plus épanouie. Créer voilà, vraiment ce qui nous... Exactement. Mais on n'a pas tous les mêmes moyens et les mêmes envies également. Et pourtant, finalement, quand on parle du bonheur, par exemple, on se rend bien compte que les définitions sont extrêmement nombreuses. Par contre, le chemin pour y arriver est souvent le même. Et donc, voilà, le plan de progrès permet à chacun de s'interroger d'où il part et où il veut aller. Et donc, c'est de l'accompagner sur ce chemin avec des bons outils pour pouvoir vivre cette vie qui effectivement, comme tu le disais en démarrage, très mouvementée. Hein. La période actuelle est vraiment... génératrice d'émotions fortes, et donc autant être armé pour les affronter. Exactement, justement, il y a toute une partie Covid-19, une crise révélatrice, j'aime beaucoup le titre que vous y avez mis, vous développez plusieurs choses dessus, je ne sais pas si on peut peut-être juste dire un petit mot dessus, parce qu'il y a quand même toute une partie de discernement à prendre en compte. Je pense qu'individuellement, on a du mal à avoir ce discernement, à l'intégrer, parce que c'est vrai que tout ce qu'on entend, tout ce qui... On parlait de la peur tout à l'heure. Comment on peut aider nos très chers auditeurs et leur entourage à gérer un peu plus, et dans leur sphère personnelle et dans leur sphère entrepreneuriale, professionnelle, etc., cette peur, comment aider au discernement? Alors, moi, je commencerai par le fait d'aller vérifier tout ce qu'on nous raconte. Hein. On nous raconte des tas de choses dans tous les sens. Commençons déjà par aller vérifier nos sources qui nous parlent, d'où est-ce qu'on nous parle, qu'est-ce qui étaye les points de vue qui sont soutenus, quels sont les médias qui relatent ces informations. Voilà, donc j'invite vraiment... vraiment à aller vérifier. Tu sais, comme quand on fait de la veille en entreprise, oui. La première des règles qu'on apprend, c'est d'aller vérifier ses sources. Donc faisons pareil. Après tout, ne soyons pas les jouets de l'information qu'on nous donne et qu'on nous sert sur un plateau. Parce qu'effectivement, pendant toute la première période de cette crise, il y avait de quoi être plus que anxieux, angoissé par la situation. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est aussi de se dire, mais finalement... qu'est-ce qui me touche? Donc d'aller s'interroger sur ce sentiment qui me frappe, de peur. De peur qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Qu'est-ce qui me touche réellement? J'ai peur de quoi? J'ai peur pourquoi? J'ai peur pour qui? Et là, ils l'écrivent. Et c'est pas mal de le poser. Nous, on est assez partisans de ça. Hein. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup l'écriture. Ouais. Je pense que c'est une aide aussi à la distanciation et à la prise de recul. Donc... une fois que tu as fait ces deux pas, bah, tu commences à être un peu plus outillé, tu commences à y voir plus clair sur ton sentiment, pourquoi tu ressens cette peur. Okay? Est-ce qu'objectivement, il y a des raisons de la ressentir? Est-ce qu'il y a une part qui est complètement irrationnelle? C'est possible aussi, mais je suis capable, si j'ai fait ce chemin, de mettre les choses à leur place.
Donc ça demande quand même un effort, léger, certain, mais un effort. Ah, oui. Et c'est vrai qu'on voit bien que, hop, allumer la télé et écouter les infos, c'est souvent bien plus simple que d'aller voir un petit peu ce qui se passe. On est bien d'accord que pour gérer ses émotions, être dans cette intelligence émotionnelle, justement, c'est là que c'est arborescent. C'est là qu'on va pouvoir faire un pas de côté, changer de perspective sur ce qu'on peut se prendre de front là, dans les infos, par exemple, et aller voir un petit peu cette veille, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous et aller y mettre des mots dessus, donc qui guérissent finalement avec beaucoup d'amour. Tu as raison. Et de l'amour pour soi aussi, l'amour pour les autres. Commence par soi, voilà. Ouais. Et l'amour pour les autres, c'est-à-dire aussi le fait d'accueillir ce que je ressens, mais aussi le fait d'accueillir ce que les autres ressentent. Tu peux ne pas avoir peur toi, mais tu peux être confronté à la peur des autres, de personnes, de tes parents, de personnes qui te sont proches, qui sont elles-mêmes plus vulnérables que toi. Et donc ça t'amène, toi, à mobiliser une forme de... je dirais d'accueil, mais aussi de sensibilité. Donc, on parle bien aussi d'intelligence émotionnelle pour être capable d'accueillir ça. Alors, ça ne veut pas dire prendre l'autre en charge, ça ne peut pas dire faire les choses à sa place, mais ça peut l'aider, ça peut être l'aider lui à faire ce travail en disant mais cette peur, moi c'est des choses que j'ai pu faire, hein. Je les ai faites en coaching et dans ma vie personnelle. Sûr. Cette peur, elle vient d'où? Elle est alimentée par quoi? Quels sont les éléments que l'on a pour vraiment avoir ce sentiment? Sur quoi c'est fondé? Et puis parfois on se rend compte qu'il y a une part qui est documentée, mais il y a aussi une part qui est complètement fantasmée. Et une fois qu'on sait que c'est fantasmé, on peut aussi décider d'agir sur ce fantasme. Qu'est-ce qui l'alimente? Par quoi je peux le remplacer? Qu'est-ce que je peux changer dans mon regard sur cette situation, sur moi, sur les autres, sur le rapport? D'ailleurs, tu sais, tout à l'heure, je parlais des 4 cadrans. Les 2 cadrans qui suivent, c'est justement lié aux autres et à la capacité à aller comprendre et à accueillir les ressentis, les sentiments des autres, les émotions des autres, et puis la capacité à les aider eux-mêmes à canaliser et à faire quelque chose de ces émotions. Très intéressant. Régis, tu as rajouté quelque chose? Oui, juste pour rajouter, je pense que ce qui est important, c'est de toujours prendre un peu de recul, de prendre de la hauteur, de ne pas se laisser justement guider par ses émotions. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas suffisamment, et d'ailleurs on disait qui parle, ça me paraît être aussi important d'écouter les experts finalement, et on se rend compte que même en écoutant les experts, finalement, on n'est pas plus avancé sur le sujet. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre véritablement du recul et de revenir aussi à des questions fondamentales pour soi, pour les autres. Sa vérité aussi, quand même. Hein. Oui. Vous savez... Oser aller voir sa vérité, peut-être, pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire après dans le collectif. Effectivement, nous avons, nous sommes ensemble, nous sommes en vie, nous sommes donc en vie, nous sommes capables de faire énormément de choses. Et beaucoup de personnes ont traversé des traumatismes dans leur vie, s'en sont sortis et aujourd'hui accueillent la vie avec le sourire. Et je pense que c'est un optimisme de combat qu'il faut mener aujourd'hui parce que il va falloir se réinventer, chacun d'entre nous, et on se réinvente pas à travers la peur. On se réinvente pas à travers les angoisses. Celles-ci ne nous ont pas jamais véritablement libéré. Je crois véritablement que l'on se reconstruit et que l'on invente le monde grâce à l'action, grâce à l'optimisme, grâce à ces qualités. Voilà. Merci beaucoup, Régis. Alors, vous pourrez retrouver donc l'ouvrage « Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle » aux éditions Erol. Je vous mettrai le lien en descriptif dans l'émission par Régis Rossi, Claire Lozol et Didier Noyer. Alors, petite dernière question pour terminer l'émission. Qu'est-ce qui va permettre de garder le smile, le sourire, alors actuellement, grâce à l'intelligence émotionnelle dont nous sommes dotés? Eh bien, je crois que pour garder le sourire, il faut être convaincu que nous avons la capacité de changer les choses, de bouger. Vous voyez, et donc d'avoir de véritables projets, des projections sur des choses que l'on ne fait peut-être pas encore, mais des projets, avoir des projets, c'est vraiment quelque chose de stimulant. Très bien, Régis, Claire? Et moi, je vous invite tous à aller apprécier vraiment
tout ce qui est dans votre vie, source de joie, source de vitalité, source de bonheur. Ça peut être un regard, ça peut être une rencontre, ça peut être vos amis, vos enfants, tout, absolument tout ce que vous pouvez apprécier autour de vous. Nourrissez-vous de cela. Très bien, merci beaucoup pour ces bons conseils. Alors, le mot de la fin sera une phrase qui est dans le livre d'Olivier Lockert que vous avez mis. L'émotion est le moteur du changement, le moteur créateur de la vie et de vos vies. On finira là-dessus. Merci beaucoup, mes très chers auditeurs. Merci Claire, merci Régis. Merci Valérie. À très bientôt. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.